On dirait un moine tibétain. Ouais. Par ces beaux revêtements de mosaïque sur fond d'or, à représentation, faire des représentations d'êtres animés. Donc ce sont surtout des arbres fruitiers pour donner l'échelle aussi. Les artistes représentent parfois des constructions juste pour donner l'échelle. On a là-bas un édicule soutenu par 8 colonnes en marbre, des colonnes de réemploi qui datent de la période romaine. Les objets de valeur, le trésor, tout ce qui avait de la valeur dans la mosquée, dans le dôme du trésor, contre les vols éventuels, contre les incendies éventuels. Et là-bas aussi, on a un autre dôme soutenu, mais à la suite de l'incendie, on a refait ce dôme comme on le voit aujourd'hui. C'est le dôme de l'horloge parce qu'il abritait une collection d'horloges que possédait la mosquée. Vous voyez comment la cour est entourée de colonnes de styles très variés. Il y a des piliers carrés, des colonnes très élancées là-bas. Et en outre, la mosquée possède 3 minarets. Le minaret qui se trouve au centre de la façade nord de la mosquée. Comment peut-on s'orienter dans une mosquée, vous savez ? Toujours les salles de prière doivent faire face à la Mecque. Nous nous trouvons au nord de la Mecque, donc le sud vers la Mecque c'est comme ça. À l'opposé c'est le nord. Le minaret s'appelle le minaret de la fiancée, d'après la légende, la tradition, on ne sait pas si c'est vraiment vrai. La fille d'un riche notable damascèn avait offert au calife de lui fournir le fer nécessaire à la couverture du minaret, comme le fer était un matériau rare à Damas. Et lui-même lui avait promis de lui offrir le prix du fer, son poids, le prix du fer, son poids en or. Comme il avait tenu sa parole, elle finit par l'acquitter, elle devait se permettre de l'acquitter de sa dette. Lui-même finit par se marier, sollicite sa main et se marie. Et depuis, ça s'appelle le minaret de la fiancée. Et dans l'ordre de la tradition musulmane, Jésus va revenir au monde peu avant le dernier jugement pour combattre les faux messies de la terre et il descendra, selon la tradition musulmane, par ce minaret. Puis on a un minaret qui se trouve à l'angle sud. Les jardins vergers entourant la ville, on a des amandiers, des abricotiers, et puis voilà le fleuve Barada, la rivière pérenne qui irrigue la ville, représentée comme un fleuve paradisiaque. Et comme je vous ai dit, pour donner l'échelle, ils avaient mis des constructions, comme ils ne peuvent pas mettre des personnages, et le style des maisons est très varié. On a des pagodes chinoises, on a des rappels de style byzantin, là-bas comme le baldaquin qu'on voit. Et ceci reflète la diversité des civilisations et des cultures absorbées par l'expansion musulmane qui a été à l'est jusqu'aux confins de la Chine. Et plusieurs arts ont été absorbés par les Arabes, l'art de la miniature, d'autre part l'art de la faïence. Ça montre un peu la Mecque, ce sont les niches de prière. Donc ça c'est le sud. On peut toujours bien voir en place la nef centrale de l'église byzantine. Donc dans le mur de la Qibla, on a 4 niches de prière sculptées. À l'extrémité est et dite la niche de prière la plus ancienne. On l'appelle la niche des compagnons du prophète.
Demeure de l'époque. La maison, comme ce palais, cette maison se trouve dans le vieux quartier musulman. On a des espaces spécialisés, hommes-femmes, privés, publics. Donc la maison est construite dans le magnifique en 1554. C'est le premier projet réalisé après la prise de Damas. À Istanbul, on a commencé à opter pour les salles de prière circulaires. Sinon, avant les types ottomans, les salles de prière étaient comme ce matin, rectangulaires. Et donc là, c'est la salle de prière, le bassin de jet d'eau au centre, ce qui avait servi de réfectoire. Une panoramique sur Damas. À partir du mont, on ne sait pas. On est à 60 km à vol d'oiseau du Liban. Cette chaîne de l'Anti-Liban aboutit au mont Hermon qui domine la vallée du Jourdain. Et donc là, c'est le centre-ville. On va essayer. Les lourds ouvrages massifs parce que c'est relié à la terre voisine. Et on voit un aqueduc qui alimente le bassin qui se trouve dans le fossé entre le rempart extérieur et le rempart intérieur. Le principal souvent c'est plusieurs lignes défensives. Voilà, nous sommes Crac des Chevaliers. Ça, c'est la rampe d'accès pour les chevaux et les visiteurs. On voit les rails terrestres qui ont été descendre pour bloquer le passage de Paris, donc on voit bien ici. Et on peut ouvrir la fermeture aussi par une coupe pour glisser dans l'eau qui permettait de lancer de l'huile bouillante ici. Cette porte donne accès dans le fossé qui sépare le rempart extérieur du rempart intérieur. On va jeter un coup d'œil et on vient continuer la visite par là. Oui, il faut que l'huile bouillante. La légèreté, la grâce de cette galerie gothique dénote avec tout le reste qui relève d'une... En Occident, il avait importé et avait construit cette belle galerie en dernier lieu. La galerie dévance la salle de conseil. Si on avance un petit peu, on voit les deux entrées. Les deux arcs correspondent avec les deux entrées de la salle au conseil. Et derrière la salle de conseil,
Et on va traverser cette longue salle qui longe le bassin qui s'est appelé être les grandes écuries du château fort. Puis le glacis, ce mur en pente qui avait plusieurs fonctions, qui constituait d'abord une soulage massif construit, une mesure de protection contre l'érosion causée par l'eau de pluie, et aussi la surface lisse empêchait l'escalade, rendait l'escalade plus difficile, et puis le dos était plus découvert quand le sable était l'échafaudage. Et ils enlevaient le sable au fur et à mesure qu'ils construisaient. On voit des traces d'enduit aussi par endroits, c'était peint. Voilà, Brugetta Honanara, la tour du moulin. On va continuer.
ils ont reproduit les dimensions, mais ils n'ont pas reproduit les structures. Ah d'accord. Ah oui, Ici en Orient, à l'occasion de banquets de mariage, de funérailles, toujours on égorge des moutons. C'est comme vous, nous on fait sauter les coups des moutons, vous faites sauter des bouchons de champagne. Voilà. Mais pas pour les enterrements généralement, les bouchons de champagne. Oui, non. Ça c'est l'héritage est bon. Et ces petites consoles qui font saillie sur les fûts de colonnes, presque à mi-hauteur des colonnes, aussi sont une particularité orientale de cette architecture hybride. On ne trouve pas à Rome. À Apamée, on va la voir. On a une à Bosra, on va la voir à Djerrach. Donc c'était vraiment être dans le coup que d'avoir cette belle avenue au cœur de sa cité. Et à la suite d'un concours de circonstances, il faut imaginer cette cité bédouine comme de nos jours les pays de l'émirat. De collines pour sculpter les gradins. On va aller visiter le théâtre. Table, des personnages importants durant les jeux, durant les spectacles. On voit la scène et on voit le mur de scène très élaboré. Ces formes arrondies sont des formes très romaines. On va à l'exemple. Très harmonieuse, très belle, très équilibrée, avec des éléments, des colonnes, des encadrements très travaillés, très harmonieux dans la constitution de ce mur de scène. Il y avait 5 entrées pour les acteurs. Derrière, c'était les coulisses, mais il n'y avait pas de coulisses. Ça donnait directement dans le portique de la rue. Quand il y avait un jeu, on mettait des draperies pour faire des coulisses temporaires, le temps que durait le jeu. Et il y avait 3 accès pour les spectateurs. Un de chaque côté et un sous la cavea, sous l'auditoire. Ici. Donc on va... À l'écart de la cité de Palmyre ont été édifiés des tombeaux en forme de tour. Décore le parois du sarcophage inséré dans la niche en haut. On voit le couvercle avec le matelas érodé en haut. Et les 5 épouses en bas. Un des frères a dû pratiquer la polygamie ou a dû se remarier durant sa vie. 5 épouses pour 4 hommes en haut.
Et c'est pareil, on voit comment les sarcophages étaient insérés par étages, en travées parallèles, étagés en hauteur, et on scellait les sarcophages avec des dalles de pierre où étaient représentés les défunts en buste. On voit les inscriptions palmyréniennes. Partout en ville, les inscriptions sont bilingues. Les textes sont en grec et en palmyrénien. Les plus courageux sont montés au sommet de la tour pour admirer ce panorama fantastique. Dans la vallée de l'Oronte, la ville d'Hama nous offre un merveilleux spectacle avec ses gigantesques norias. Ce caravansérail de l'époque ottomane est aujourd'hui transformé en un musée de la mosaïque. Voilà, c'est l'entrée d'une maison patricienne. Nous sommes à Pamé. Presque 50 mètres a été construite conformément aux règles d'architecture romaine. On avait respecté les règles d'architecture romaine. Et puis après, plus tard, on a fait l'emblème de ce site, parce que rarement on voit ce style de colonne ailleurs. Et il y avait une troisième console au milieu qui est tombée. Il y avait 3 consoles ici. Cette section a été achevée sous le règne des empereurs Antonin vers 866 et il portait 3 statues d'empereurs Antonin, Antonin le Pieux, Lucius Verus et Marc Aurèle. Ici, devant le temple de Tychéon, on voit les 2 pieds droits de l'entrée. Donc là, nous sommes dans les ruines des thermes d'Apamé. Ici, on a un tronçon de mur qui reste en suspension. On se demande comment. Voilà, nous sommes dans un caravansérail en plein cœur du souk d'Alep. Grandeur du passé. Mais maintenant c'est
très dégradé. La chose qui était assurée dans cet établissement, c'était le calme et les patients, à partir de leur cellule, étaient calmés au son du bruit de l'eau. Donc c'est un peu ça, c'est un peu désordonné, parce qu'on vient tout nouvellement, ce n'est même pas ouvert encore au public, parce qu'on vient tout nouvellement de le mettre en état. Et comme demain c'est vendredi, donc ainsi c'est le lendemain qu'on visite tout ça, il y a plein de risques qui ne sont pas ouverts. Donc on vient à côté, on est venu visiter pour le coup. C'est la musique aussi. La musique, on jouait de la musique aux gens, on les calmait à la thérapie de l'eau. Et puis quand un malade était rétabli et qu'il quittait l'établissement, il y avait un suivi. Pendant 6 mois, on lui donnait de l'argent, on le suivait, il pouvait revenir à chaque fois, et on l'assistait jusqu'à ce qu'il reprenne sa vie normale, s'il pouvait reprendre sa vie. Recevez de l'huile bouillante qui passait à travers cette eau, qui est lancée à travers cette eau. Et ce qui est à noter, c'est que là, sur l'axe principal, il n'y a pas d'entrée, c'est complètement bloqué. Dans ces forteresses, on faisait des entrées en chicane, les entrées étaient latérales. On va voir une fois, on sera en France. Un peu plus haut, c'est celle de la petite mosquée ou la mosquée dite d'Abraham. Selon la légende, Abraham, parti d'où vers Haran en Turquie pour descendre en pays de Canaan, a vécu pendant un moment à Alep et il trayait sa vache et distribuait le lait aux pauvres. En arabe, on dit Halaba al-Shahba, ça veut dire il a trayé sa vache et le nom de la ville en arabe c'est Halab. Halab. Là, nous sommes au sommet de la citadelle, à la grande mosquée, quelques ruines en cours de restauration. Se trouvait au sud, quand il faisait beau temps, il pouvait prier dans la cour, on voit une niche de prière taillée dans le mur. Et dans la mosquée, toujours quelque chose sur pouvoir faire des ablutions avant la prière. On va voir la salle de prière, c'est une ancienne mosquée du XIIIe siècle. Donc nous sommes toujours dans la cité d'Alep. Là on vient de découvrir des soubassements hittites dans le site de fouilles. Très impressionnant.
quartier. Par exemple, si vous allez dans certains quartiers aujourd'hui, c'est ville morte. Il y a une forte concentration de musulmans. Si un boutiquier chrétien a ouvert sa boutique dans ce quartier, il va fermer forcément le vendredi. Suit le quartier. Il faut déconditionner dans ces salles, dans ces pièces intérieures ou ces salles intérieures. Cette salle sert pour différentes manifestations, pour des dîners de gala, pour des auditions musicales, donc, des expositions. Nous sommes à Alep, c'est l'intérieur d'une maison très belle, une cour intérieure. On ne soupçonne absolument rien d'extérieur, c'est très joli, très calme. Vous vous rappelez au palais Azri, la pièce intérieure et extérieure devant le bassin de jet d'eau. Et comme je vous ai dit, dans les maisons traditionnelles alepines, il y a un très beau travail de dentelle de pierre. Et puis ces maisons possèdent des caves extraordinaires qui sont connectées avec la citadelle. Si vous avez assez de jambes, on peut descendre visiter. Du bon vin? Ceux qui veulent. Le clocher de l'église grecque-orthodoxe, le clocher de l'église arménienne. On a une sorte de poche dentée recouverte autrefois par 3 charpentes en bois et en fer. Et cette couleur rouge, c'est le bol arménien. C'est le mordant qui fixait la dorure et l'argenture. Tout était rehaussé de doré et d'argent. Vous voyez les trous, les os dans lesquels étaient insérées les poutres qui soutenaient la charpente en bois. Et puis le tout était recouvert de tuiles. Les blocs de pierre s'emboîtent et se tiennent sans ciment. C'était la technique de construction. À l'époque, le matériau est très solide, c'est la pierre calcaire. La pompe de la main pour recevoir l'hostie avait fait réfléchir les archéologues. Ils se sont dit que dans cet environnement de village, dans cette campagne où les hommes étaient tournés vers le travail de la terre, c'était une forme d'ablution qu'ils pratiquaient avant d'assister à la messe. Ils s'arrêtaient aux heures de la prière pour prier. Donc ils se nettoyaient les mains pour recevoir dans leurs mains pures l'hostie. On voit bien haut de 30 mètres, large de 28 mètres. Ah oui, quand même. Et on a laissé 7 aiguilles
pour montrer que c'est carrément taillé. Et autrefois, on pouvait jeter un pont-levis pour franchir de l'autre côté. Au-dessus de nous, le grand donjon, complètement aveugle pour se protéger contre d'éventuelles flèches. Et puis les 3 tourelles, on va longer le mur. Il y a une première tourelle, une seconde et une troisième, sont d'époque byzantine, refaites par les croisés. Alors on va aller de ce côté. Cette forteresse a été habitée plus tard, donc il y a plein de choses. Donc ça c'est le minaret de la mosquée. Et là, la mosquée, où est-ce qu'il en reste? Avec l'entrée en forme de stalagmite. Le filmeur filmé. Je te vois moi. Coucou. Coucou. Charmant ce jeune homme. Mais je n'aimerais pas voir le résultat. Voilà. Avec des objets funéraires, des bijoux funéraires, des portraits funéraires, décorés avec des morts. Et c'est tout à fait par hasard que laboureur, de labourer son terrain et le souk de sa charrue, connut quelque chose qu'on ne marche pas, et quand il déterre, il tombe sur Les initiales d'un pharaon en cuivre. On a vu des fabricants d'armes, des épées, des poignards dans son atelier, des potiers. Donc toute la ville se trouvait ici. الويلة في حياتي عدي الويلة في حياتي عديت مع الحبيبي كان لي غرام. ليلي ملكم تذكرني رجع اخمل بشموت جيب على رحم أبليح لحمة كل يوم وفرليها حثيوطة اخمل أنا حمغوفر نجي مخطع مينة لو فشت أخلينا حتى الربيوط بس حصلنا حمشي ذا عمي. Nous sommes en haut du village de Maloula. Le nom de franchir le défilé. Il y a une exacte. Ouais, voilà, et limousine à la place de limousine.
Bonjour, bonjour. Voilà, c'est bien. Nous sommes à Bosra et voici la porte romaine. Deux romaines. Les entrepôts de la ville avec les colonnades et les soupiraux. Les colonnes étaient comblées de murs qui abritaient des fontaines publiques. Et là, il y a un calibré, un peu d'imagination, parce qu'il ne reste que, vous voyez cette colonne isolée ici. On voit d'ici le minaret de la mosquée de Omar, de la mosquée d'Omar, considérée parmi les mosquées les plus anciennes en architecture islamique. Vous allez voir, ce sont des matériaux de réemploi qu'on a fait dans le site romain pour construire cette mosquée, qui date du 7e siècle et elle a été refaite au 12e siècle. Nous sommes toujours à Bosra, dans la mosquée d'Omar du 7e siècle, donc une mosquée très ancienne, construite avec des matériaux de récupération. En témoignent ces chapiteaux ioniques. Ces colonnes. Le gradin. On voit comment les escaliers radient dans tous les sens et aboutissent devant l'entrée des vomitoires, des vomitoriums qui expulsaient les spectateurs rapidement, qui permettait une évacuation rapide du théâtre. La place de l'orchestre en bas, puis on voit par endroits des rangées de fauteuils où se mettaient les notables en face de nous directement, en bas, puis on voit des loggias, là où il y a les grillages. C'était comme des balcons pour des familles notables au théâtre. Et le mur de scène était constitué d'une double rangée de colonnes superposées en hauteur. Il y a 5 bastions arabes qui consolident la cavea de notre côté, et puis il y a 3 autres qui consolident le mur de scène. On voit des niches dans lesquelles étaient réparties des statues. Et il y a à la dernière rangée une colonnade de style dorique qui épouse la forme du théâtre. Le théâtre a une très bonne acoustique.